Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse hebdomadaire sur le marché des crypto-monnaies. J'ai eu un peu de mal à lire, mais ça va. Donc on voit que sur les crypto bubbles, globalement, on est plutôt sur du vert cette semaine. C'est plutôt positif. Des Link, Ron, Tao qui sont à plus de 30%. On en a pas mal aussi qui sont à des plus 20, plus 15. Le Bitcoin, lui, qui est seulement, entre parenthèses évidemment, à plus 7,5. Il y en a quelques-unes au milieu qui sont en rouge, mais on ne pourra jamais toutes les avoir en vert, ça, c'est normal. Mais au global, ben, c'est plutôt positif. On verra ensuite comment ça se traduit sur les graphiques. Mais c'est pas trop mal en première approche. Niveau du crypto Fear and Greed Index, donc on voit qu'actuellement on est à 63. Donc on a quand même eu une hausse depuis la semaine dernière. Là on était à peu près à 50. 49, là il nous dit, il me semble que c'était 50. Donc 63 ça reste tout à fait acceptable, excusez-moi. Il nous marque grid sur le site, mais ça va pour l'instant, pas lieu à s'inquiéter. Au niveau du halving, dans 2 mois et demi, globalement, la date ne bouge pas. D'ailleurs, par rapport au halving, je ferai sûrement dans peut-être une semaine ou deux une analyse plus poussée autour du halving, expliquer, enfin réexpliquer à nouveau concrètement ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas ou ne sauraient pas précisément, auraient des doutes, et puis quelles sont les conséquences que cela va avoir sur le marché. Enfin, pas que cela va avoir, que cela peut avoir, et s'il d'établir plusieurs scénarios pour pouvoir agir en fonction. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport au halving précisément, n'hésitez pas à les répertorier, et je les traiterai toutes dans une vidéo prochaine. Ensuite, niveau des news, la dernière fois, je vous avais parlé du True USD, excusez-moi pour l'accent, qui est donc un stablecoin qui avait des pegs, donc qui était parti du 1$. Donc le 1$, c'est la ligne rouge là que j'ai mis au milieu. Donc on a vu cette chute la dernière fois, puis il remontait un peu. On voit que depuis on a eu une autre chute un peu plus violente. Donc ça reste pas très violent, on est à 0,95$, hein. Attention. Mais en fait, les chutes comme ça, il faut s'imaginer que pour les personnes qui repensent, enfin, qui pensent qu'à moyen et long terme, le stablecoin va repay, en fait, c'est des opportunités. Parce que là, il y a des personnes qui ont pu acheter 1$ pour 95 centimes de dollars dans l'idée, sur la théorie. Actuellement, il n'est pas remonté 1$ depuis. Il est remonté à 0,995, ce qui est très proche et qui est honnêtement acceptable. Bon, il est redescendu depuis. Je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à revenir au 1$ précisément. Après, il reste assez proche. Là, on voit qu'on est à 0,987. Donc, ok, mine 1, il reste stable dans son instabilité, on va dire. Mais du coup, voilà, on voit que les pics comme ça fait des belles opportunités. Même si, évidemment, je vous conseille pas du tout de vous aventurer sur ce genre de trade parce que, enfin, il faut s'y connaître et être sûr de soi, sinon c'est le meilleur moyen de se faire avoir et d'y laisser des plumes, et on peut y laisser vite beaucoup de plumes, hein. Par exemple, si on regarde UST, USDT, ouais, sur Kraken, en regardant daily, je me souviens qu'à titre personnel, j'avais fait une petite plus-value en achetant quelque part. Ouais, j'avais dû acheter quelque part par ici et puis revendre un peu plus haut. Non, j'ai fait une vingtaine de pourcents, je crois. J'ai dû faire un truc comme ça sur une petite somme, c'était surtout pour tester. Mais imaginez celui qui a voulu faire la même chose et qui a acheté quand on était ici par exemple pour vendre par là. Bah après derrière, voilà. Donc voilà, on sait pas si ça va se relever ou non. Donc évidemment, c'est le genre de truc qu'il faut faire quand on est sûr de soi avec un risque maîtrisé, et ainsi de suite. Ouais, la courbe, ouais, c'est bizarre, mais voilà. Par rapport justement au stablecoin, il y avait notamment la firme crypto, donc la société Circle, qui est assez connue dans le monde de la crypto-monnaie, qui a prévu de faire une entrée en bourse. Alors, c'est pas nouveau, juste j'avais oublié, et du coup, là, vous avoir parlé du TrueUSD, ça m'y a refait penser. Et du coup, je me suis dit que bah, autant en parler cette semaine. Globalement, Circle, c'est la société qui est derrière l'USDC. Donc, on va remettre ça. USDC, USDT, hop. Donc l'USDC, qui est un stablecoin qui, vous regardez au long terme, ouais, il y a eu des petits pics comme ça, mais il faut pas les compter, c'est juste des bougies, enfin juste des chandelles comme ça, c'est pas important, c'est des manques de liquidité on va dire, qui depuis 2019 globalement il tient plutôt pas trop mal. On a vu une petite frayeur ici, voilà, on était descendu à 88,
Euh, si, ok, si. C'était quand il y a eu la chute de la Silicon Valley Bank. Donc USDC, qui est le stablecoin de Coinbase, que Coinbase fait, on va dire, en partenariat avec du coup Circle. Donc, il me semble que c'est Circle qui gère les fonds derrière, en fait. Et du coup, il y avait une partie des fonds qui est prévu pour backer l'USDC. Donc concrètement, je m'explique. À chaque fois que l'entreprise émet un USDC, ça veut dire elle récupère un USD, donc un dollar. Donc elle récupère un dollar qu'elle garde, et on va dire on considère que ce dollar, il back l'USDC qu'il émet. Et donc, une partie des fonds qui servent à backer étaient dans l'histoire de la Silicon Valley Bank. Et donc, globalement, les gens avaient eu un coup de panique et c'est ce qui avait expliqué cette chute à ce moment-là. On voit que rapidement ils ont su rassurer les investisseurs. Il me semble que c'est eux qui ont remboursé, je crois, la perte potentielle. Enfin bref, et du coup on est revenu au dollar et on voit que globalement il tient vraiment bien la route au long terme. C'est un concurrent sérieux à l'USDT techniquement. Attention évidemment, je vous conseille de faire vos propres recherches sur des trucs comme ça. Mais voilà. Et donc c'est très positif parce que Circle, qui est la société qui l'émet, si elle rentre en bourse, ben, ça veut dire que globalement ils vont devoir être complètement transparents sur tous leurs chiffres. Euh, vous le savez ou pas d'ailleurs, mais une entrée en bourse, en fait ça demande de donner énormément d'informations sur son entreprise, d'être très transparent et de faire énormément de bilans. Et globalement, contrairement à USDT, donc qui est le Tether, là où eux ils disent ouais on a un peu de ça, on a un peu de ça, mais ça reste très flou et on est un peu incertain, il y a toujours une certaine incertitude qui plane, ben là l'idée c'est que il n'y ait pas la place pour cette incertitude, ce qui peut donc être très positif. Là, on voit qu'ils parlent aussi, apparemment, ils auraient un ERC, donc un stablecoin adossé à l'euro, qui serait prévu. Mais du coup, globalement, voilà, c'est plutôt positif et encore une fois, je vous conseille de vous renseigner de votre côté. Mais l'USDC, du coup, peut devenir très très intéressant et à long terme, on sait pas, mais peut-être même venir détrôner USDT, hein. Là, on voit que USDT c'est 96 milliards de dollars, USDC c'est quasiment 27. Bon, voilà, ils ont encore beaucoup de marge à faire. Après, après on verra. Mais au long terme, ça peut en tout cas, ça fait plaisir d'avoir un concurrent sérieux et une autre alternative sur laquelle se poser. Je pense que du coup, on peut maintenant passer sur l'analyse classique, avec notamment le BTC. Alors, niveau du Bitcoin, si on passe, hop, en 1 heure. Du coup, première chose, qu'est-ce qu'on voit? Ici, un petit pic, on vient récupérer les stops qui étaient là. Hop, on supprime. Ensuite, là, un deuxième, il a pas réussi, il est retracé. On va regarder après, c'est très intéressant ce mouvement-là. Ensuite, on vient, on récupère cela. Ensuite, un peu plus haut, on récupère cela. Comme ça fait. Ça nous permet de nettoyer un petit peu. Je vais du coup mettre les nouveaux qui sont ceux-là et ceux-là. Je vais pas mettre tous les autres au milieu. Je vais vous expliquer après pourquoi. Par exemple, ici. Oula. Oui, par exemple, ici, je vais pas les mettre, hein. Là non plus, et ainsi de suite. Parce que déjà, c'est des zones là où honnêtement il n'y en a pas énormément non plus, c'est pas des zones qui retiennent beaucoup. Et puis ensuite, le deuxième point c'est par rapport au range de la dernière fois. Donc, on voit qu'on avait eu ce range pendant 10 jours. Globalement, il y avait une première tentative de break, on a réintégration, petite consolidation, et là un réel break, on part. Et du coup, si je viens, hop, ici, ouais, non, ça va être trop. On va faire 100 pouvoir. Ok, on va faire 250. Ok, voilà, on n'est pas trop mal. Ok. Voilà, très bien. Donc globalement, on peut voir qu'en fait c'est assez intéressant. On avait break le triangle, hop, on monte. Donc là, la dernière fois, c'était par ici, il me semble, la dernière analyse que je l'avais faite dans ces bougies-là. On avait break, réintégration. Attention, ici, rien de sûr. Et je vous en ai parlé la dernière fois, je vous ai dit, il faudrait qu'on vienne avoir un retest de la zone basse du range et que ça rebondisse. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc on a eu un rebond ici, on repart à la hausse, et ce qui est du coup positif, c'est-à-dire qu'on réintègre réellement le range.
Donc ça c'est exactement ce dont je vous avais parlé, et ensuite, encore une fois, comme je vous avais dit, bah, les premiers objectifs c'est les 0,5, donc on voit qu'ils ont été chassés dans la foulée, et ensuite la zone haute de range potentiellement. On est venu revenir dans la zone basse du range, et puis hop, après, bah, là sur deux bougies éclairs, on est venu chasser la zone haute. Une fois dans la zone haute, assez intéressant encore une fois, première tentative de percer, non, ça rebondit, deuxième, troisième, ok. Bon voilà, le prix faiblit, on vient chercher les 0,5. On remonte, on remonte assez rapidement, tentative, on réintègre instantanément, paf, on corrige 0,5, zone basse. Et ensuite, donc zone basse, on a rebondi, on est remonté, bah après c'est un range, hein, donc zone range c'est normal qu'on vienne entre zone haute et zone basse. Mais du coup là, ce qu'on voit c'est que globalement le prix a très bien réintégré le précédent range, et donc là bah, on se resitue à nouveau dans ce range. Donc globalement, en fait les zones de stop qui sont intéressantes c'est celle-ci, parce que celle-ci peut signifier qu'on vienne chasser en fait le range par le bas et potentiellement le casser. Attention, c'est pas parce qu'on vient chasser qu'il est cassé, il faut derrière qu'il y ait une constellation de l'autre côté et que vraiment on voit que le prix part. Par exemple, je fais un petit dessin, que c'est ici, voilà. Par exemple, si là, donc là on a quelque chose comme ça, on vient chasser, on rebondit contre, et ensuite on fait comme ça, ok, là oui. Mais par contre, on peut très bien imaginer quelque chose aussi, qui serait, hop, voilà, comme ça, on vient chasser, on fait comme ça, et là vous voyez, donc on vient chasser, on réintègre, on rebondit dedans, bah là, là non pas du tout, parce que là ça veut dire qu'on est à nouveau dans le range, et potentiellement qu'on va chasser 0,5, puis la zone haute. Donc attention, il faut voir, si ça vient se faire chasser, il faut voir comment ça se fait chasser. Et du coup, ben, globalement, cette zone là-haut, c'est exactement pareil, mais dans le sens. Je vais pas vous refaire le dessin, mais voilà où on en est. Donc on est ben, nouveau d'un moment dans la décision. On voit que on a une petite imbalance au sud, pareil au nord, globalement. D'ailleurs, c'est le nord techniquement. Faudrait que je l'ajuste comme ça pour faire ça bien. Mais globalement, ben, dans tous les cas, c'est. Bah dans tous les cas, en fait, peu importe au nord ou au sud, on a un peu la même situation. Donc on a un range, on a eu le prix qui a travaillé au sud puis au nord. On a des zones de stop au sud puis au nord. Et ensuite, on a une assez grosse imbalance au sud et au nord aussi. Donc globalement, là, c'est un peu 50-50. À voir globalement ce que nous dessine le prix. Et du coup, ben, voilà concrètement où est-ce qu'on se trouve actuellement sur le Bitcoin. Si on passe sur Ethereum, oula, pas R. Sur Ethereum, on va faire ça plus rapidement. On voit que cette zone de stop a été chassée lors de cette petite montée. Donc on va en reparler après de cette montée. La zone d'en bas toujours là. Donc cette zone là qui est chassée, hop, permet, enfin crée du coup des nouveaux stops là-haut. Le prix depuis a retracé. Globalement là, il est pas très très fort ces derniers temps. Par rapport à Bitcoin. Et donc après, ben là, les zones qui sont un peu au-dessus. Voilà, globalement. Pour les zones de stop, elles bougent pas trop. Savoir que j'ai pas une analyse très poussée sur Ethereum parce que en fait ça va beaucoup dépendre de Bitcoin. Déjà, le Bitcoin de base n'arrive pas à le marché de crypto-monnaie dont Ethereum, et c'est encore plus le cas en ce moment. Ethereum qui est vraiment qui n'arrive pas à se décorréler pour aller percer lui-même. Et d'ailleurs, juste avant de passer du coup sur la suite, par rapport à Ethereum, je vous parlais potentiellement d'un ETF il y a 2-3 semaines, il me semble. J'ai vu depuis cette idée potentielle se confirmer de plus en plus, notamment sur Twitter, Discord et ainsi de suite, dans différents groupes, différentes personnes qui en fait, on en parle beaucoup plus ETF et des ROM, donc ça peut réellement devenir une vraie narrative pour les prochains mois, ce qui permettrait potentiellement à Ethereum de se décorréler et de faire un mouvement haussier pendant quelques mois, comme nous l'a fait Bitcoin sur les, on va dire, 6 derniers mois. Il me semble que c'est vers mai, le ETF Bitcoin, le ETF Ethereum, la prochaine date, donc voilà. Pour l'instant, on attend évidemment, mais ça peut être une narrative dont je vois de plus en plus d'articles autour. Ethereum par rapport à Bitcoin, du coup. Donc, qui est un petit peu plus intéressant. Donc, on voit globalement ici une hausse il y a pas longtemps. Donc, bon, en réalité, en pourcent, c'est assez faible. Mais si on regarde là sur la chart, bah, ça reste une hausse un petit peu significative, mais là, ici. Cette hausse correspond à celle dont je vous parlais, qui est venue chasser les autres stops.
Donc on voit que c'est Ethereum qui a eu une petite lancée, qui a tenté un petit peu quelque chose par rapport à Bitcoin. Il s'est fait vite corriger derrière, hein, parce que ben là, hop, la hausse, et on vient corriger ensuite. Du coup, ben bon, pas très positif au final. Ce qui est positif néanmoins, c'est que là on a vu une baisse depuis pas mal de temps. Ouais, depuis quelques, ouais, 2-3 semaines. Globalement, on voit que là, après cette baisse, on a eu un petit rebond. Après, ça ralentit la baisse. On a un deuxième rebond, mine de rien. On voit que le prix rebondit et que là, se ralentit. Donc, on a un ralentissement de la tendance baissière d'Ethereum contre Bitcoin. Cependant, notre tendance, évidemment, on est sur la tendance court terme. Hein, sur la tendance long terme, après, lâche en 1 heure. Hein, donc voilà, toute proportion gardée. Mais du coup, on peut commencer à voir si bah, le prix se consolide et commence à développer des signes de retournement pour potentiellement ensuite reprendre une décorrélation et repartir à la hausse par rapport à Bitcoin pour un peu faire son petit rallye le temps de son ETF tout seul. Pour l'instant, c'est positif dans toute cette part de négativité, évidemment. Au global, c'est pas très bien, mais voilà, on a quelques petits signes qui nous disent que bah, en fait, peut-être qu'on voit le bout du tunnel. À voir, à surveiller ça de près. Donc globalement, là, si le prix arrête de faire des nouveaux plus bas, consolide comme ça et compagnie, en fait c'est positif et on peut imaginer potentiellement une autre percée pour venir chasser premièrement cette zone ici. Et faire un nouveau entre parenthèses plus haut, même si bien sûr avant il a déjà été largement plus haut. Et on pourrait imaginer par exemple là, toute cette zone du coup descendante, mais en fait avoir la même mais dans l'autre sens en ascendante comme ça, pour revenir dans les zones ici. Ce qui serait très positif pour Ethereum, et quelque chose qui est largement imaginable lors de son rallye ETF, si il en a un. Donc globalement, pour conclure, on va revenir sur BTC, USDT, voilà, excusez-moi. Pour conclure du coup sur BTC, on est dans un beau range d'indécision. Les zones les zones en fait au nord ou au sud sont très similaires. Donc globalement, par rapport à ça, je vous conseille d'être vraiment réactif, si vous voulez vous intéresser au marché évidemment, de suivre régulièrement sur les prochains jours, potentiellement. Après évidemment, peut-être qu'on va rester dans le range pendant encore 2 semaines, peut-être que dans 2 jours on n'y est plus du tout, ça j'en sais rien. C'est pour ça que en fait je regarde régulièrement les graphiques, les marchés, ce que ça fait, les news, un peu tout. Euh, Par rapport à ça, d'ailleurs, c'est pour ça que je ferais peut-être les analyses du coup qui sont techniquement hebdomadaires, j'en ferais peut-être un peu plus. Donc par exemple, en rajouter une le mardi quand j'ai le temps et que les marchés ils sont propices. Donc s'il se passe rien, non, je la ferai pas, mais du coup l'analyse hebdomadaire qui sera peut-être plus toujours hebdomadaire, dans le sens où je garderai celle du vendredi, qui est d'ailleurs vendredi qui parfois est le samedi ou le dimanche, quand bah, je peux pas le vendredi, mais qui est globalement le vendredi. Des fois j'en rajouterai une peut-être le mardi par exemple. Si les marchés font des mouvements intéressants, par exemple la dernière fois j'ai hésité là avec, vu que ça avait parfaitement fait ce dont je vous avais parlé, le mardi on était ici, et globalement bon bah une grande partie s'était déjà faite du mouvement, mais du coup voilà. Du coup je pense que j'ai assez bien résumé. N'hésitez pas à du coup poser vos questions par rapport à la halving si vous avez des analyses d'altcoin aussi, j'ai toujours ça en tête. J'ai commencé à préparer d'ailleurs. Si vous regardez bien, ici j'ai un petit dossier qui s'appelle Altcoin, dans lequel j'ai commencé à prendre quelques notes, à prendre quelques trucs, pour potentiellement faire une prochaine sur ça. Je pense que les altcoins, je ferai un altcoin par vidéo, dans le sens où vraiment on va revenir dessus. Le projet, les tokenomics, la chart, faire en fait un global. Et puis, en fait, pour que ensuite derrière vous pouvez faire vos choix sur est-ce que ça vous intéresse d'investir sur tel altcoin, et puis voilà. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important que ça soit, enfin que vous vous en proposiez, parce que comme ça au moins je suis sûr de faire dès qu'il vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, n'hésitez pas à partager, vous abonner, commenter, like, tout ça. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.